Mohamed Benchikroun, vous êtes expert en géostratégie, spécialiste de la Chine. Et avec vous, on va parler des enjeux de la visite en Chine de Donald Trump. Il est en route. Il a pris son vol hier soir, si on prend l'heure marocaine. Il va arriver en début d'après-midi aux alentours de 13h, accompagné d'une importante délégation d'ailleurs, plutôt centrée sur l'économie, mais il va aussi être question de la crise au Moyen-Orient. Alors, il y a eu deux discours de la part de Donald Trump à ce propos. Il a d'abord déclaré, et on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, qu'il allait y avoir des discussions sur cette crise au Moyen-Orient avec son homologue Xi Jinping, qui va rencontrer demain, avant de dire, finalement, on va très peu en parler ensemble. Alors qu'on imagine que même si l'économie va être au centre de cette rencontre, cette guerre au Moyen-Orient est liée aussi aux questions économiques et qu'il est difficile de pouvoir s'en passer. Et j'ajoute, si vous le permettez, avant de vous donner évidemment la parole, qu'on a appris ce matin que le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé son homologue pakistanais, qui est le médiateur entre l'Iran et les États-Unis, pour le presser d'accélérer la possibilité de discussion entre l'Iran et les États-Unis. Bref, tout ça pour vous demander, finalement, c'est Pékin qui joue qui est au centre de ce jeu de bonneteau très difficile, de ce jeu diplomatique très compliqué entre les États-Unis et l'Iran, selon vous? Alors, dans un premier temps, merci beaucoup, Monsieur Mbalki, pour l'invitation. Ce qui est certain, c'est que ce sommet américano-chinois est un sommet de haut volet, de haute vertige, qui auront des répercussions tant sur le plan économique que sur la scène internationale. Donald Trump vient d'une position très affaiblie. Bien affaibli par rapport à sa politique tarifaire qu'il avait menée contre la Chine et qui s'est révélée comme un échec, car l'intention initiale était de rééquilibrer la balance commerciale avec la Chine via les tarifs douaniers, résultat, échec total, et aussi via la guerre au Moyen-Orient. Il s'est retrouvé donc dans une impasse terrible face à cette guerre qu'il avait menée dans un cadre de violation du droit international, et donc il vient dans une posture de demander de l'aide vis-à-vis de la Chine, donc qui est une posture nouvelle, qui est une posture à défaut, qui ne l'a pas souhaité. Mais je pense qu'au fond, Xi Jinping va se saisir de cette position de force, non pas pour imposer ses conditions, mais dans une sagesse chinoise de s'acheminer vers des accords, parce que l'un des plus grands vainqueurs d'une stabilisation tant économique que politique est la Chine. La Chine a toujours besoin du marché américain, la Chine a toujours besoin du marché chinois, la Chine a besoin effectivement qu'on libère le détroit d'Ormuz pour l'acheminement de ses hydrocarbures, et je pense que, comme vous l'aviez si bien dit, l'intervention de médiation chinoise peut être une des plausibles solutions. Maintenant, le grand souci, c'est que nous avons en face l'Iran. L'Iran est un pays qui a fait preuve d'une rigidité dans les négociations, ne veut pas effectivement être dans une forme de compromis par rapport à ces conditions d'un cessez-le-feu. Et c'est ça un petit peu la plus grande problématique dans laquelle on va s'acheminer. Oui, donc on verra bien ce que ça va donner de ce point de vue. Cela dit, le lien avec l'économie est tout trouvé parce que la Chine dépend beaucoup du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, d'où qu'il vienne d'ailleurs, hein, que ce soit de l'Iran ou de pays du Golfe, dépend beaucoup donc du pétrole, du gaz, etc. Et puis aussi, la Chine a besoin d'exporter ses marchandises. Et il y en a beaucoup qui passent par le détroit d'Ormuz pour aller inonder, si j'ose dire, le monde. Là aussi, la Chine a besoin d'un dénouement rapide parce que ça va peser sur sa croissance. Tout à fait. Alors, par rapport à la question de la guerre au Moyen-Orient, il faut savoir que sur le fond, les Chinois et les Américains ont un intérêt commun qui est de s'acheminer vers une paix et vers un traité de la paix qui servirait les deux pays. Il faut savoir que, comme vous l'avez si bien dit, 30% du pétrole acheté par la Chine transite par le détroit d'Ormuz et 40% du gaz passe aussi par ce détroit. Et
bien que la Chine dispose d'immenses réserves de stockage de ces hydrocarbures qui lui permettent d'avoir une indépendance énergétique de plus de 100 jours, ces 100 jours vont s'estomper rapidement et donc l'acheminement vers une paix servirait l'intérêt tant de la Chine que des États-Unis. Donc je pense que par rapport aux trois grands sujets qui vont abriter ce sommet, qui sont Taïwan, le commerce sino-américain et la guerre au Moyen-Orient, je pense que le troisième sujet est un sujet de convergence d'intérêts et je pense qu'il n'y aurait pas trop de friction par rapport à cette guerre au Moyen-Orient. Oui. Alors, Donald Trump est parti en disant qu'il allait demander à son homologue chinois, Xi Jinping, d'ouvrir son pays aux entreprises américaines. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il est parti avec une importante délégation, beaucoup de chefs d'entreprise, pas des moindres d'ailleurs. Il y a notamment Elon Musk qui est du voyage pour essayer de gagner aussi le marché chinois. Alors, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Vous allez certainement le faire mieux que moi, mais il y a eu quand même cette guerre commerciale entre Washington et Pékin, avec ces histoires de droits de douane qui se sont envolés, qui sont à présent suspendus, qui ont évolué voilà, sous forme de presque de sanctions de la part de Washington vis-à-vis de la Chine. Et aujourd'hui, Donald Trump va à Pékin en disant ben, ouvrez-nous votre marché. Vous pensez que c'est voilà, c'est audible par les autorités chinoises? La vérité est de se dire que la Chine n'est plus l'usine du monde. La Chine a changé son modèle économique et passé effectivement d'un modèle d'attractivité des investissements occidentaux sur la base du coût à un modèle où effectivement nous avons maintenant une classe moyenne élargie. Plus de 600 millions de Chinois disposent effectivement d'un pouvoir d'achat élargi et donc ça crée un appétit de la part des multinationales internationales. Et donc je pense que il est tout à fait normal que lorsque les États-Unis a ouvert son économie à la Chine pour exporter les produits chinois à bas coût. Je pense que dans une forme de réciprocité et dans une forme d'équité, je pense qu'il est tout à fait normal que la Chine fasse des concessions pour mettre fin à quelques mesures protectionnistes pour une compétition effectivement beaucoup plus équitable. Donc oui, il est tout à fait normal que la Chine puisse ouvrir son économie et je pense que c'est déjà fait. Je pense que l'une des dernières parce qu'en fait, il faut rappeler que la Chine vient de très loin. Elle passe d'un modèle communiste avec une économie contrôlée où même l'acquisition des terrains était quasiment interdit à la population, à une forme de libéralisme progressif. Et donc, je pense que la Chine a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. La dernière en date, c'est que maintenant, un investisseur étranger peut effectivement créer son entreprise en Chine sans forcément à s'associer avec un Chinois. Donc, la Chine est devenue une terre de consommation. Cela crée encore une fois l'appétit donc des investisseurs américains. Et je pense encore une fois, par rapport à ce volet-là, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis à trouver une issue dans les négociations. Oui. On sait aussi que la Chine produit beaucoup de semi-conducteurs, notamment grâce à ces terres rares, les fameux minerais rares que possède la Chine, que ce soit sur le territoire chinois ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, avec notamment en Afrique. Mais est-ce qu'on peut considérer que la technologie américaine est dépendante de la Chine? En fait, il y a une interdépendance tant commerciale, économique que technologique. L'économie chinoise et l'économie américaine sont comme deux frères siamois. Lorsqu'on fait mal à l'autre, il y a un retour qui se fait naturellement. Et donc, je pense que par rapport à la question des terres rares, la Chine a une longueur d'avance. Donc, elle détient 80% de minerais. Elle est aussi dans une forme de transformation. Elle dispose de grandes raffineries pour permettre donc une souveraineté. Donc les États-Unis, elle est dans un processus de rattrapage. Elle essaye de contrecarrer les mesures de pression géoéconomique chinoise, car il faut rappeler que maintenant la Chine émet des pressions d'un point de vue géoéconomique en se basant sur le levier de ces minerais.
parmi ces minerais, il y a la question des terres rares. Donc, donc les États-Unis essaient de contrecarrer par rapport à sa technologie des semi-conducteurs, qui est une composante essentielle à l'industrie technologique chinoise. Donc, cela fait partie des guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine. Je pense il est de l'intérêt de l'économie mondiale de s'acheminer à une forme de complémentarité, de créer donc des jointes ventures et d'installer des supply chains mondialisées combinant technologie chinoise et technologie américaine, car nous ne sommes plus dans un rapport de force ancien où la Chine ne disposait pas de savoir technologique, elle disposait simplement d'une démographie au service de l'industrie, au service de la productivité. Maintenant, nous sommes dans un rééquilibrage des forces basé sur la technologie, le savoir-faire, le soft power, les leviers géopolitiques, et donc la posture américaine a pris du temps pour changer, pour comprendre que l'on ne doit plus s'adresser à la Chine comme on le faisait par le passé, et je pense que ce momentum où les États-Unis sont un peu affaiblis, liés au prix du carburant qui est élevé par rapport à la défaite de la Commerce sur sur sa politique tarifaire et effectivement son affaiblissement et sa vulnérabilité sur la guerre du Moyen-Orient, à ce que les États-Unis développent une posture beaucoup plus respectueuse dans un rapport de G2, dans un rapport de deux grandes puissances économiques, technologiques qui se confrontent et qui essaient de trouver des consensus, tout cela dans le bienfait de la stabilisation de l'économie mondiale. Oui, alors vous disiez que Donald Trump arrive avec un léger affaiblissement par rapport à il y a quelques mois encore. Il va essayer quand même de vendre à Xi Jinping des Boeing. Vous pensez que Xi Jinping peut signer ou alors est-ce que, encore une fois, ça va être un jeu diplomatique important en disant « Ok, je veux bien acheter des Boeing, mais par contre, la contrepartie, c'est ça ?» Oui, bien évidemment, lorsqu'on veut acheter effectivement des biens d'équipement d'une telle importance stratégique, je pense qu'il faut qu'il y ait une contrepartie. Il faut savoir que la Chine a développé depuis de longues décennies des souverainetés industrielles. Parmi les souverainetés industrielles, il y a les voitures électriques, mais il y a aussi les avions. C'est que maintenant, nous avons une marque aéronautique chinoise qui a commencé à vendre ses avions aux compagnies aériennes chinoises et qui a l'ambition de s'externaliser et d'exporter son savoir-faire effectivement au marché étranger. Et donc se servir de la commande de Boeing serait aussi une opportunité un petit peu vicieuse de la part des autorités chinoises d'essayer de rattraper, d'avoir un processus de rattrapage en termes de savoir-faire technologique. Et donc je pense par rapport au cœur des négociations, c'est essayer comment les États-Unis pour préserver, pour maintenir qu'il n'y ait pas effectivement un vol de la propriété intellectuelle sur effectivement l'industrie de Boeing, pour effectivement un commerce beaucoup plus équitable, car les États-Unis savent très bien que la Chine va devenir une force concurrentielle de Boeing, mais aussi d'Airbus, via effectivement sa marque chinoise. Et on va continuer à suivre ça de très près, et particulièrement donc cette visite de Donald Trump à Pékin. Merci beaucoup, Mohamed Benchoukroun. Vous êtes expert en géostratégie, spécialiste de la Chine. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous apporter votre éclairage. Et très bonne journée d'ailleurs aussi à vous.